Merci beaucoup, Sam, et merci à tout le monde de revenir après la pause déjeuner. C'est génial. Je ne suis pas sûre que moi je voulais. Non, je plaisante. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais représenter nos invités et vous dire d'où ils viennent. À ma gauche, Lara de Sinesai, Alan aussi de Sinesai, Orly de Arise Effects, Robert de Frames Store et Graham de DNG. Vous avez vu leur travail incroyable sur Avengers The Infinity Wars. En discutant avec eux pendant le déjeuner, je me demandais si vous aviez une question d'actualité brûlante à leur poser avant d'entamer cette table ronde sur peut-être ce qui vous a été présenté ce matin. Je voudrais poser la même question que j'ai posée à Lara Hélène. Quand la production ou le tournage vous donne de nouvelles instructions, le délai est très serré, comment arrivez-vous d'abord à leur faire comprendre que c'est un travail incroyable à accomplir en si peu de temps? Et ensuite, est-ce que vous avez des débriefings ou des briefings pour pouvoir expliquer aux superviseurs que certaines choses sont irréalisables pour vous à cause du problème de temps? Oui, il faut que vous utilisiez le micro placé sur votre siège pour répondre. Lara, eh bien, dans la production, évidemment, les producteurs sont les premiers à discuter avec le client, qui discute avec nous de toute modification intervenant dans la séquence. Nous devons donc évaluer le temps qu'il nous faut pour arriver à faire les changements et faire le bilan de ce qu'on arrivera à faire ou pas. Et dans notre situation, nous avions toute une séquence qui devait être terminée en 4 semaines. Nous avons donc discuté avec le superviseur des éléments qui nous semblent être les plus importants et quels étaient les autres que nous essaierions de minimiser. Ensuite, nous nous réadressions au client en lui expliquant ça. Donc, notre environnement très sombre de notre séquence a pu être mise à profit comme des détails étaient invisibles, cachés par l'obscurité. Si nous avions eu plus de temps, nous aurions mieux pris soin des détails. Donc, nous avons effectivement discuté avec les clients pour dire on essaiera d'y arriver, mais pas avec le meilleur résultat. Oui, il y a toujours des compromis face à de tels délais. Ils ne sont pas complètement fous. Ils savent qu'il faut renoncer à certaines choses. En tant que collaboratrice, assistante de superviseur, à chaque fois que j'entends parler d'une nouveauté, je sais que ça prendra longtemps de notre côté. Et je suis présente, mais je discute avec eux avant de donner notre avis. Mais j'essaie de ne pas transmettre la panique à mon équipe pour qu'ils puissent se concentrer sur le travail de création. Donc, il ne s'agit pas de retourner vers mon équipe désespérée. Il faut leur dire, ah voilà, ils ont une idée complètement folle, mais absolument hilarante, et on va y aller. C'est comme ça qu'il faut agir parce que ce genre de choses arrive tout le temps et il ne faut pas perdre les nerfs. Je crois que, au bout du compte, hein, on y arrive toujours si c'est votre séquence et qu'ils font le retournage. Vous voulez y arriver. Et de toute façon, les délais sont toujours complètement dingues. Et nous avons des circonstances très, très problématiques. Hein. Mais parfois, bien, on ajoute des ressources pour y arriver parce que le client doit faire son film et tu dois le soutenir. Et puis, vous avez investi tant de travail, donc vous voulez que le résultat soit bon, hein, en général.
Oui, je dirais la même chose, hein. Vous êtes un peu effrayé, hein, quand il y a des changements, mais c'est aussi un défi. Et, euh, d'un côté, donc, vous êtes excité par le défi, mais donc nous réagissons de la même façon. Nous avions eu un tournage de la bande annonce avec un changement le dernier jour où on nous a demandé de développer un nouveau bouclier. C'était le jour avant le lancement de la bande annonce. Nous n'avons pas paniqué et nous avons pris les choses du bon côté. C'est dit, ah, c'est drôle, ils veulent qu'on refasse ça. On a évalué euh, euh, ce qui était faisable, donc on n'était pas désespéré. Jay et Ned sont dans cette branche depuis si longtemps. Et, il est facile d'être sincère, de dire voilà, c'est Rise ou un autre euh, euh, vendeur peut choisir un sous-traitant, par exemple, peut reprendre. Mais si vous avez travaillé sur une séquence, vous voulez parfaire ce que vous avez déjà produit. Bien. Quelqu'un d'autre a-t-il une autre question? N'oubliez pas d'attendre le micro. Oui. Du point de vue d'un artiste, on parle de téléséries. Vous devez recruter beaucoup de collaborateurs. Est-ce que, à moyen terme, la décentralisation du travail à distance pourra-t-il jouer un rôle, en tout cas plus important qu'il ne le fait aujourd'hui, au-delà de voir tous ces artistes se déplaçant d'un endroit à un autre? Donc, des décentralisations, hein, c'est ce que vous avez mentionné comme phénomène. Donc, qui travaillent à l'autre bout du monde. C'est ce que vous voulez dire. Intervention hors micro. Micro. Oui, c'est effectivement ce qui nous attend. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans toutes les boîtes. Les délais serrés, eh bien, en y réfléchissant, tous les préparatifs sont déjà décentralisés actuellement. Alors, ça n'est peut-être pas si nouveau, mais tout traité à distance, évidemment, ça ne marche pas si vous travaillez avec un cascadeur, mais ça peut fonctionner si on s'organise bien. Puis, il y a des problèmes de sécurité, surtout dans des films sur Marvel. En Australie, par exemple, on n'autorise personne à travailler à distance sur un film Marvel parce qu'il y a tout un processus de sécurité qui exige qu'on travaille dans un environnement physique spécifique. Cela vous arrive aussi? Oui, tout à fait. On travaille de ça, même ceux qui travaillent sur Internet avec des échanges de courriel. Il faut arriver à se loguer sur un ordinateur externe. Il n'est pas autorisé, par exemple, de transférer quelque chose qui est véhiculé par Internet. Ça ne serait pas autorisé. Il y a tellement de protocoles donc à l'extérieur de nos bâtiments internes qu'un artiste pourrait difficilement travailler sur un film à l'extérieur de ce même bâtiment. Mais Denix est une entreprise mondiale. On a une équipe en Inde. Donc nous travaillons à distance. Par le passé, nous avons travaillé avec des équipes à Vancouver, Waya. Et comme Rob l'a dit, avec l'évolution de la branche, on se rend compte que des infrastructures peuvent être mises à disposition un peu partout sur la planète. La technologie le permet et les processus de travail aussi. Comme on travaillait il y a 2 ans, où tout le monde était dans les mêmes bureaux à 1 mètre de distance les uns des autres. Cela a changé le processus de communication est beaucoup plus varié. On a des appels Skype
Nous avons un système de messagerie interne. Nous ne sommes plus assis les uns à côté des autres. Et ça ouvre la voie au travail à distance de plus en plus. Les esprits aussi sont plus ouverts face à une telle solution. Oui, l'aspect confidentialité n'a rien de nouveau. Pour Marvel, c'est à chaque fois comme ça pour chaque film et c'est inclus dans le contrat. La plupart des studios sont très stricts sur la confidentialité. Le travail à distance, oui, on peut l'organiser dans un autre pays moyennant une certaine infrastructure, mais travailler depuis son domicile, là, ça me semble plus difficile. Pas du point de vue logistique, mais plutôt pour l'état d'esprit et toute la planification qui est nécessaire. Vu aussi les délais extrêmement serrés, ça ne fait qu'ajouter à la complexité. Oui, en dépit des raisons de sécurité, surtout sur un projet Marvel, vous devez être certifié pour travailler. Vous devez avoir des audits de sécurité pour prouver que tous vos systèmes sont à l'épreuve du feu et des attaques extérieures. Et puis, il y a autre chose dans cette branche. Notre travail doit être attribué à des départements spécifiques. Vous n'êtes pas du tout libre de déléguer à qui vous voulez. Donc, je ne vois pas ce phénomène s'installer. Une autre question? Je me demandais, ces années au cours de votre carrière, observez-vous des changements dans la branche en ce qui concerne les effets spéciaux? Y a-t-il plus de problèmes, des nouveautés, de nouvelles problématiques à mentionner? Il y a plus de... Mais il n'y a jamais de problème avec les effets spéciaux, pas du tout. La rapidité a augmenté, oui, dans cette branche. Le processus était beaucoup plus lent auparavant. Avec la rapidité de la technologie, on s'attend de nous que nous travaillons plus rapidement puisque la technologie vous permet de travailler sur des machines qui sont plus rapides, le rendering est plus rapide. Or, il y a encore des processus créatifs qui demandent du temps. Tout ce qui est abstrait doit être bien pensé. Et tout ce qui est lié à la nature humaine ne nous permet pas d'avancer au même rythme que la technologie. Eh bien, au fond de moi, je pense que le client veut aussi dépenser de moins en moins. Et puis, il y a plus de concurrence. Il y a des sociétés qui apparaissent, qui disparaissent. Mais en gros, la concurrence, en fait, est plus acharnée. Les problèmes sont tout différents, à mon avis. Mais les problèmes de base sont exactement les mêmes. Il y a 20 ans, par exemple, quelqu'un disait qu'on ne pourrait jamais faire le rendering d'une chevelure. C'est complètement impossible à cause du niveau de complexité. Donc, en utilisant l'intelligence artificielle, par exemple, peuvent être résolus. Ce n'était pas pensable avant, mais il faut toujours respecter les délais. Et les délais étaient trop courts auparavant, ils le sont toujours. Et tout le monde dira on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Donc ça n'a pas changé. C'est en fait une bonne question parce qu'on discutait de ça hier soir entre nous. Il y a 20 ans, les studios d'effets visuels étaient plus petits, les équipes étaient plus petites. Maintenant, tout le monde raconte comment leur studio est devenu gigantesque, mais maintenant il y a des coopérations avec des structures différentes, des départements différents. d'Enix, par exemple, vous avez quelle taille maintenant? 2000 collaborateurs. Nous sommes petits, mais vous aviez commencé avec une quinzaine d'effectifs. Oui, 12 au début. Maintenant, il y en a 1000 à Londres, 1000 en Inde. Et ça va
on va atteindre les 1000 collaborateurs aussi au Canada dans ces 2 dernières années, puis aussi Los Angeles. Donc, gérer les effectifs, c'est très important, n'est-ce pas, dans la branche? Tout à fait. Et c'est un processus, en fait, qui pense aisé quand on travaille en petite équipe. Hein, quand on travaillait au début avec 200 effectifs, je travaille avec Eurotob, des accessoires. Mais je connaissais directement le producteur, je pouvais lui parler, je pouvais parler au producteur de la ligne. Le superviseur était sur place lui aussi, alors que à présent, le producteur, il travaille sur Wonder Woman. Rotop Propot, il est peut-être en Chine, en Inde. On ne peut pas l'aborder dans les couloirs et obtenir une information depuis Los Angeles, une autre information de Bombay. Ça complique tout. C'est une longue chaîne de communication. Et puis, il y a des obstacles linguistiques. À Montréal, ils parlent français, par exemple. Et puis, il y a les décalages horaires également. On doit bien réfléchir au compte rendu pour maximiser le temps productif. Et on sait très bien que donc, si on fait quelque chose pendant la nuit, on aura le produit à l'aube. On essaie d'exploiter les différentes plages horaires et fuseaux horaires. Cela a été dit justement. Hein, je ne peux pas regarder sur l'épaule de quelqu'un pour voir ce qu'il est en train de développer ou lui parler. Donc, il y a 3 fuseaux horaires avec lesquels travailler. Donc, parfois, je suis conscient d'un problème, mais je ne trouve pas le bon moment, en fait, pour en parler. Il faut beaucoup faire confiance aux autres et communiquer de manière précise sans pouvoir montrer parfois physiquement ce que vous voulez. Nous avons des réunions quotidiennes, évidemment, mais dans tous les pays, lorsqu'ils se rencontrent en Inde, après, ils envoient le résultat à Londres. Ensuite, nous, on se réunit à Londres. Mais les artistes, peut-être, ne participent pas à la réunion. C'est la différence. Bien. Parfait. Une autre question ici? Merci. Votre travail est incroyable. Le film était stupéfiant. Qu'est-ce que ça vous fait de lire vos noms au générique et d'avoir fait partie de cette aventure qui a commencé avec Iron Man en 2008? C'est des fois difficile de identifier son nom dans un générique. Et si vous restez vraiment jusqu'à la fin du générique, vous arrivez peut-être à le déchiffrer. Mais c'est un bon sentiment. Et c'est une belle expérience, surtout aussi longue. Et qu'en pensent vos enfants? Ils sont des fans de Marvel, donc ils adorent ça. Et j'obtiens beaucoup d'informations de mes enfants. Ils connaissent bien l'univers Marvel. C'est très utile quand je me retrouve devant le client. Je sais tout de mes enfants, de la planète telle et telle, alors que moi, j'ai jamais lu les comics. Oui, je crois que c'est tout à fait gratifiant de voir son nom s'afficher à l'écran, mais peut-être plus que lire mon nom, penser que ce que j'ai créé est vu par des millions de personnes, pour moi, c'est là la vraie récompense. Vous pouvez comptabiliser les billets sur IMDb
Mais au bout du compte, hein, il faut s'amuser, bien travailler et surtout garder sa santé hein, à travers tout le processus. Oui, c'est indéniable. Ça fait plaisir de voir son nom sur les écrans, même si j'essaie de minimiser la chose. Après, quand je le vois, ça me donne des frissons. Et si quelqu'un de l'équipe de Roto qui a fait du travail moins prestigieux, qui n'a pas son nom à l'écran, on ne les voit pas, c'est regrettable, on ne pourrait rien faire sans eux. Mais quand vous prenez le bus aussi, par exemple, vous entendez les autres bavarder. Ils parlent du film et vous leur dites, moi, aujourd'hui, je vais dessiner Wanda. Donc, c'est assez incroyable. Après, c'est souvent fatigant. Les tâches sont volumineuses, mais le public a aussi des métiers aussi difficiles. Donc, je pense que j'ai de la chance. Super. Une autre question? Oui, au devant. Euh, Bonjour, Shakan. Je fais le design de produits et j'utilise des logiciels informatiques en 3D. Marchant dans la rue, parfois je vois une voiture et je sais qu'ils ont utilisé tel outil, et je les reconnais. Les logiciels de 3D vous permettent d'explorer de nouveaux potentiels. Il semble que pour vous, si vous n'avez pas les outils, il y a toujours des gens qui peuvent trouver les solutions pour vous, on dirait. Alors ma question, c'est quels sont les outils qui vous manquent et comment voyez-vous à l'avenir ce dont vous serez capable de faire dans 2 ans que vous ne pouvez faire aujourd'hui? Bonne question. Quels outils utilisez-vous actuellement qui sont commercialisés, mais d'autres développés en interne? Et que pourrez-vous faire de nouveau dans 2 ans? Quels outils on emploie? On utilise des outils existants comme Maya, Houdini ou Nuke, Photoshop, mais ils ont été adaptés spécialement de sorte à pouvoir y travailler plus efficacement. C'est en fait le pipeline de développement en continu si vous avez la chance. Vous pouvez, de chaque projet, on peut retirer quelque chose qui peut être intégré pour le prochain projet pour être plus rapide, plus efficace, pour créer quelque chose qu'on ne pouvait pas créer auparavant. Je pense que dans les années à venir, qu'est-ce qui va venir? Peut-être vous ferez plus de travail plus rapidement, sans doute, et je pense que la prochaine itération des outils, peut-être les trucs d'intelligence artificielle, comme on a mentionné déjà, ça sera vraiment une révolution pour l'industrie de pouvoir faire un travail qui est vraiment très intensif en ce qui concerne le travail humain. On pourrait le faire plus rapidement. Ça sera sans doute plus rapide et il faudrait peut-être pas autant de personnel. Je serais vraiment d'accord avec ça. Je pense que ce qui était réussi avec Infinity Wars, et si on lit les recherches sur l'apprentissage des machines, le machine learning avec cela, c'est vraiment une avenue qui inspire pour le CG. Dans la capture de performance, là, on voit beaucoup d'entreprises Framestory réfléchit déjà. Comme Oli le dit, il ne s'agit pas seulement du potentiel de produire énormément de travail.
Mais en fait, les attentes progressent, donc il faut les atteindre. Il faudrait peut-être en tirer d'autres choses de ça, des éléments de meilleure qualité. On va peut-être jamais remplacer les animateurs, mais cela mène une nouvelle dimension et ça peut être une nouvelle chose dans l'animation. Dans 2 ans, si c'est ça la question, je pense que l'intelligence artificielle, c'est ça qui va se faire. Encore des questions? Je ne crois pas qu'on n'a pas posé la question. Qu'est-ce qui se passe dans Infinity War 2? Vous pouvez tout nous raconter, n'est-ce pas? D'autres questions dans la salle? Juste, combien d'heures vous travaillez par jour dans les délais si serrés? Est-ce que c'est des nuits blanches ou bien... Bonne question. Je veux que vous soyez honnête dans vos réponses. Là. On commence par Graham. En fait, c'était une procédure assez lisse cette fois-ci pour moi. L'année dernière, c'était assez agréable. On arrivait à 9 heures, on partait à 18 heures, on partait pour les vacances de Noël. Mais quand on est revenu, c'était le chaos total. Et j'étais vraiment très, très impliquée. Peut-être c'est 9 heures du matin, 10 heures du soir environ. Et les derniers mois, c'était 7 jours sur 7 à la fin du projet, pour nous en tout cas. C'est comme ça chez nous, mais ce n'était pas les pires. Hein. Je serais d'accord. Hein. Normalement, 9h, 18h. Mais quand on doit livrer, ce n'est pas seulement la question des journées longues où on part plus tard que minuit. Il est plus question des journées consécutives de travail. Ces 2 jours du week-end ne vous appartiennent plus. Je connais des gens qui ont travaillé 2 nuits de suite. C'est vraiment pas la façon de procéder parce qu'à la fin de cette période, vous êtes complètement grillé et vous n'êtes plus fonctionnel en fait. Même si on laisse de côté le côté humain, mais en fait, on ne peut plus faire le travail. Il faut quand même rentrer chez soi. Nous faisons 9h, 18h. C'est notre journée normale. Quand il faut livrer les bandes annonces, on sait que ça arrive. Et pour un film comme ceci, c'est pareil que Graham. Après Noël, on savait que ça allait s'alourdir. Il nous manque les éléments qui n'étaient pas arrivés plus tôt. On essaie de se préparer. Tout le monde a une vie. On a tous envie de rentrer à la maison. On ne perd pas tous ses amis. On veut être chez soi. Mais ce n'est pas une surprise non plus. On sait que ça va venir. Et chez Cinecite, ils sont conscients du fait qu'on a des vies, on a une vie de famille. Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants. Ils sont connus pour leur attention à cela. C'est une question de bon rapport entre les artistes et leurs superviseurs. Et les superviseurs ont des bonnes relations avec les producteurs parce que même si vous ne pouvez pas contrôler le client en tant qu'artiste, vous travaillez pour une entreprise, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de voix. Et il faut maintenir votre santé et ce n'est pas sain d'être dans une fatigue extrême et cela ne produit pas de bon travail. Il faut avoir conscience de son équipe. Si on peut voir que quelqu'un ne trouve pas... Il y a des personnes qui s'amusent à faire beaucoup de travail, mais d'autres personnes luttent. Et il faut être attentionné à leur bien-être. Est-ce qu'ils s'amusent, ils s'éclatent et qu'ils vont partir en vacances bientôt et ça va? Ou bien est-ce que c'est tous les jours, c'est un corvée et il faut vraiment, c'est un souci qu'il faut garder en tête. Oliver, moi je travaille de 10h à 17h pour la plupart du temps. Mais en fait, c'est une question de quel poste vous occupez. Quand j'ai commencé à superviser, mes heures ont augmenté. En tant qu'artiste, j'essaie
j'essaie de faire en sorte que les artistes sur mon équipe ont des horaires réguliers, mais évidemment, dans les délais serrés à la fin, on sait qu'on va travailler les week-ends ou bien on va faire des journées très longues pour faire des renders ou des des composites. Mais c'est au niveau de l'entreprise de donner une compensation des journées libres ou quelque chose. Et je pense qu'il faut le faire, sinon ça ne peut pas durer. Lara, oui, en travaillant dans la production, je prends au sérieux le surménage de mon équipe. Vous pouvez le prendre comme un échec, ce que vous n'avez pas suffisamment préparé quand vous voyez votre équipe complètement surmenée. Techniquement, il y a une formule. Vous savez quel type de travail il faut faire. Vous savez combien de personnes il vous faut pour l'accomplir sur des productions assez nettes. On peut avoir un cadre de vie 9h, 18h. On peut équiper correctement. Le client ne va pas changer les choses. Moi et Hélène, on a travaillé sur un film, sur Mute, une production pour Netflix. C'était absolument franc et vraiment une expérience excellente. Mais après, on a d'autres œuvres qui sont plus complexes. Il y a un changement de brief et le lendemain, on ne peut pas engager 60 personnes d'un coup. Et c'est ça le défi. Et effectivement, il y a cette nécessité de travailler des horaires doubles. Mais il faut incentiver l'équipe, assurer de longues vacances quand on a livré et aussi faire en sorte que le matériel reste intéressant. Les artistes sont d'accord pour rester parce qu'ils veulent travailler sur ces plans. Vous avez parlé des outils de travail. À l'époque, quand j'ai commencé à Los Angeles, j'ai travaillé avec Matador. Je voulais savoir pour Roto, est-ce qu'il y a eu des développements sur Roto et Digital Paint ou c'est toujours assez brut? Si vous ne savez pas, c'est rotoscopé. En fait, c'est tracer des éléments de l'image pour que les choses puissent se passer. Quand on a commencé avec Matador, c'était génial, mais je ne connais pas les nouveaux outils. Notre équipe de rotoscope travaille avec Silhouette pour une partie de leur travail. Et Roto et Nuke, selon le type de plan, quel est le but dans le rotoscope. Ils peuvent utiliser Silhouette, c'est une ancienne logiciel, tout le monde le connaît. Nuke, par contre, leur permet de faire des projections. Ils pourraient faire des rotos de plans fixes et de projeter. Donc, il y a en fait plein de façons de le faire avec Nuke maintenant. C'est ce que vous connaissez sans doute. Et vous travaillerez Nuke. Donc, une question au fond. Bon après-midi. Est-ce que vous avez fait des études pour le travail que vous faites maintenant? Est-ce qu'il y a une ligne assez directe pour arriver là où vous vous trouvez, ou est-ce que vous avez fait des choses différentes et vous avez trébuché et vous êtes tombé dans votre travail actuel? C'est une question géniale. Peut-être on peut passer à chacun des intervenants pour parler. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le cinéma, donc j'ai étudié le cinéma, mais l'histoire du cinéma, je ne viens pas du côté technique. Donc pour moi, les aspects techniques sont des choses que j'ai appris en faisant. Les effets visuels, je suis tombée dedans par hasard. C'était en fonction des personnes que j'ai rencontrées quand j'ai fini mes études universitaires. Moi, j'ai commencé avec un diplôme en photo. Dans la photo, j'ai travaillé comme runner pour une entreprise de production avec l'intention d'être camerawoman, enfin cameraman. Et au bout de quelques mois de runner, je faisais un petit peu de charger les caméras, le clapper. C'était tellement physique, c'est vraiment très intense. J'étais jeune à l'époque et je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas pour moi à long terme. Après, je suis retournée à l'université. Et quand j'étais runner, j'ai travaillé avec un réalisateur sur un plateau et il m'a amené à plein de séances de post-production. Donc, j'étais son assistante. J'étais présente pour les séances de post-production.
Je n'avais parlé jamais de School and Harry, les suites pour la télévision et le cinéma. Et je me suis dit, ah, ça m'intéresse quand même. Donc, j'ai repris les études pour faire le design graphique dans l'image animée. Et j'ai étudié le système Quantel. Ils avaient un kit Quantel. Et donc, j'ai utilisé ce kit. J'avais un peu de logiciel, un peu de matériel, des éléments créatifs. Et puis après, j'ai eu une bourse avec Quantel pour faire les démonstrations, les formations avec le kit Domino. Et de là, ben, je suis arrivée au studio de Shepperton. Et puis c'est Illusion, et puis Shake, et puis Nuke. Le logiciel change et changera toujours. Je ne pense pas qu'il y a un chemin pour arriver au poste que j'occupe actuellement. Et si vous êtes intéressé par l'informatique, ça c'est un point d'entrée. La peinture, la photographie, c'est un autre point d'entrée. C'est tous ces éléments mélangés en fait. Il n'y a pas un chemin sûr. S'intéresser, rencontrer des gens et tenter la chance. Oui, moi au départ, j'avais pas envie de travailler avec les ordinateurs du tout. Je m'intéressais toujours au dessin, à la peinture, mais travailler avec un ordinateur toute la journée, ce n'était pas mon programme au départ. J'aime des jeux vidéo et donc évidemment je suis propriétaire d'un ordinateur et à un moment c'était mon frère aîné qui m'a présenté Maya et de là, pas au départ, mais je me suis fait accrocher. Et après, j'ai cherché des écoles où je pouvais apprendre ces trucs-là. C'était difficile à trouver, mais ce que j'ai appris de cette expérience et tous les internes, les artistes juniors qui démarrent, c'est que il faut apprendre soi-même. Il n'y a pas une école qui va vous préparer pour tout ce qu'il faut savoir pour travailler sur une vraie production. Il faut être motivé aussi pour rentrer pleinement dedans. Il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, vous n'allez pas survivre dans cette industrie. Après avoir fait un cours dans l'animation, après j'ai travaillé pour une petite entreprise et de là, je suis montée un peu petit à petit. Moi, j'ai étudié les beaux-arts comme diplôme. Après, j'ai fait une maîtrise d'animation informatique, numérique. Il y avait 5 à 6 ans entre les deux parce qu'à l'époque, ça remonte à 96. Je ne savais pas ce que c'était l'animation informatique, mais j'ai découvert pendant cette période. Et puis quand en 97 environ, il y avait très peu de postes dans le CG. Et il y avait des jeux du travail dans le jeu, et il y avait du travail à Londres dans la publicité aussi. Et si vous voulez travailler dans la publicité, il y avait peut-être 2 ou 3 artistes CG qui travaillaient dans des entreprises de publicité à l'époque. Après, le mill est ouvert. Ils ont engagé 15 personnes. C'était le plus grand embauche que j'avais jamais entendu. Je me suis dit, c'est garanti que je me fasse prendre. Et effectivement, j'étais embauchée. Comme Lara, j'ai étudié le cinéma, mais surtout un petit peu la réalisation, mais surtout l'histoire du cinéma. Mais quand j'ai fini mes études, en fait, ça faisait longtemps que je m'intéressais à l'animation, de stop motion. Je me voyais un peu mon avenir comme monteur. J'ai réussi à décrocher un travail parce que j'ai fait un court-métrage en utilisant After Effects. Et du coup, j'ai un travail pour peindre des logos pour Discovery, pour une série pour Discovery Channel.
on ne pouvait pas montrer en fait les logos sur des heures et des heures d'images et j'étais vraiment très douée à la fin pour cacher des choses, pour enlever à la peinture. Par la suite, je suis passée à la réalisation de documentaires pendant 8 mois environ, mais j'ai travaillé comme monteur sur une série scientifique ou les films d'entreprise, des petits films d'horreur, n'importe quoi. Et puis un peu comme Rob, je n'avais jamais vu quelqu'un passer une annonce pour un rotoscopeur. J'ai vu une annonce pour un rotoscopeur et je m'intéressais toujours à l'animation, les effets visuels. Donc même si j'étais un peu hors piste sur une autre carrière, je me suis dit, je vais peut-être postuler. Et du coup, je suis rentrée à UNEC dans la rotoscopie et j'y suis restée. Et je pense qu'il nous reste du temps pour une question tout devant. Il faut que ça soit une bonne question. J'aimerais savoir combien de ping-pong vous jouez pendant un film qui est en production. Comment votre travail influence comment le film est tourné? Est-ce que le tournage se prolonge et donc les effets peuvent être en pré-production, mais après vous pouvez créer quelque chose et vous le renvoient, ou bien eux ils retournent quelque chose en fonction de votre travail? Est-ce que votre travail en fait a un impact sur comment on tourne des films avec les effets? Marvel et ses films, ce sont de bons exemples. L'exemple de Cloak, ça ne serait jamais arrivé il y a 10 ans parce qu'ils n'auraient pas eu le choix. En fait, les gens qui répondent à un visionnage, et donc on peut réagir, faire une séquence pleinement CG. Cela arrive de plus en plus, où ils vont travailler bien plus loin dans le programme pour ajouter des éléments. Il y a un processus beaucoup plus fluide. Il y aura peut-être plus un désir d'incorporer des éléments d'effets visuels plus tôt. Vous avez vu les vignettes qui étaient faites et cela influence comment les choses ont été tournées. Dans la prévisualisation, en fait, ça a un impact très important. Marvel, en particulier, ils changent leurs films jusqu'au bout, en fait. Vous avez tous rencontré cela. Quand on y pense, quand on fait un effet visuel et un film avec beaucoup d'effets visuels et que vous avez presque tout tourné sur fond vert, c'est difficile de savoir au début à quoi va ressembler le film et les studios se rendent compte qu'il faut... Enfin, ils ont leur film devant des publics tests et si on veut un public test, c'est un peu naïf avec des effets visuels naïfs. C'est difficile de comprendre l'histoire en fait. Donc les effets doivent être de bonne qualité. Et c'est pour ça que j'ai vu depuis quelques années une pression pour produire un travail de haute qualité bien plus tôt dans le processus. Donc ce processus de ping-pong, on le réduit parce qu'on sait plus en avance à quoi va ressembler le film et on s'y colle. Mais l'inverse, c'est qu'on peut se rendre compte assez rapidement que le film n'est pas bon et qu'on peut le tourner de nouveau. C'est peut-être mieux de le faire ça plus tôt au lieu tout à la fin. Ou il faut peut-être retarder la sortie même parce que ça n'a pas bien marché. Sur ce, moi je suis curieux, j'entends parler des artistes sur les effets visuels qui travaillent sur une séquence pendant 6 mois, même plus, et puis la séquence est coupée. Vraiment, je me demande, c'est quoi le ressenti quand ça vous arrive? Ça vous fait des cauchemars ou vous y pensez? Je m'y attends. C'est comme ça, je me prépare. Il faut savoir que votre travail peut être coupé. La première chose que ça m'est arrivé, j'étais vraiment pas bien. Mais ça arrive si souvent. On ne peut pas s'attacher trop à son travail. Moi, j'ai travaillé sur une séquence pendant 6 mois sur le Proof of Life et la séquence entière a été omise. Et voilà. C'était une joie professionnelle.
Il faut avoir le plaisir dans le processus et pas juste le voir à l'écran après la sortie. Donc, c'est vraiment le processus de création qui doit vous plaire. Mais ceci dit, c'est pas un sentiment agréable quand on a investi autant de temps de ne pas le voir fructifier. Mais ça arrive et ça arrive de plus en plus souvent et ça arrive encore plus avec des effets vraiment importants. C'est pas comme le film traditionnel, il y a des comédiens, on le tourne, on le monte. Toute la nature des effets, c'est qu'il faut les voir plus en avance. Donc, il va y avoir des montages variables à travers tout le processus. Il faut préparer son équipe pour cela, hein. Parfois, on a un petit sentiment de la part du client que peut-être cette histoire ne va pas arriver dans le montage définitif. Donc, on dit à son équipe, allez, on y travaille, mais on lève le pied un tout petit peu. Génial. Merci pour toutes ces bonnes questions. Ça a rendu mon travail extrêmement facile. Et merci encore de votre présence après la pause et merci à tous nos intervenants.